Je suis ingénieur de formation et artisan depuis 20 ans et très content de l'être. J'ai eu un parcours de 15 années dans une multinationale, dans le luxe. Et au bout de 15 ans, se posait vraiment la question de mes évolutions ultérieures. Je ne trouvais pas sens à mon travail, qui était principalement un travail d'organisation et de gestion. Et il me manquait une dimension, mais je ne savais pas quoi. Par ami commun parisien, j'ai rencontré quelqu'un qui avait créé une fonderie d'art en Auvergne. Je suis allé le voir. Et là, j'avais une quarantaine d'années. Je suis tombé fou amoureux d'une coulée que je voyais juste là en face de moi. Et ça m'a rappelé des souvenirs d'adolescence visitant à Paris un certain nombre de musées, et notamment le musée Rodin, qui a une petite vitrine pour expliquer comment une fonte s'organise à partir d'un modèle, d'une sculpture, au moule, à la coulée, à la ciselure, à la patine. J'avais trouvé ça magique. La vie m'avait emmené ailleurs, mais j'ai retrouvé ce petit flash, cette petite lumière, cette vibration à une quarantaine d'années. Et là, je me suis dit, tiens, waouh, pourquoi pas? J'ai travaillé pendant 6 8 mois dans une mission d'organisation et de sourcing dans cette fonderie. Chemin faisant, je me suis mis à l'établi. Et là, ça a été incroyable, les sensations que j'ai pu avoir. Donc, je me suis mis à travailler la cire, à ciseler, à souder, à patiner. Et à un moment, au bout de 6 8 mois, j'ai dit à mon hôte, je crée ma boîte. J'avais jamais fait de commerce de ma vie. J'étais habile de mes mains, mais pas au point d'être un expert dans ce métier-là. Ma femme a paniqué. Elle dit, mais t'es complètement fou. Je te donne 1 an pour que tu ramènes des sous à la maison. Et là, je me suis mis à turbiner à fond, faire des kilomètres de ciselure, de soudure. Et progressivement, comme j'étais un néophyte complet, je m'interdisais aucune expérimentation. J'ai vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres qui ne marchaient pas. Je m'arrêtais qu'à ce qui marchait, j'avançais, j'avançais. Et progressivement, et ma qualité et mes temps de production se sont améliorés au point de rentrer dans des marchés et au bout de 2 ans d'être en compétition avec les grosses fonderies d'art françaises. Il y a principalement deux natures de bronziers, ceux qui sont vraiment spécialisés dans la statuaire et ceux qui sont un peu comme nous, spécialisés dans le mobilier. Les techniques de fonderie sont un peu différentes d'un métier à l'autre. Le mobilier sera sans doute plus rigoureux sur des zones d'assemblage parce que le mixage de matière est là très fréquent dans le mobilier, alors que dans la statuaire, moins. Les patines seront par contre, pour le métier de bronzier statuaire, beaucoup plus subtiles que dans notre métier, où on va tourner plus naturellement vers des noirs, des bruns, des verts, sans forcément beaucoup de profondeur. Le métier de bronzier d'art consiste à développer des objets ou des sculptures à partir d'un modèle, d'un plan, d'un fichier numérique en 3 dimensions. À un moment donné, on génère un modèle positif, donc ça va être une sculpture, un élément de mobilier, un pied de table, un miroir, une table, une lampe, un luminaire, un lustre. Nous-mêmes, en général, les bronziers et les fondeurs d'art, nous ne sommes pas à l'origine de la création des objets. Nos clients, ce sont des décorateurs, des designers, des artistes. Notre boulot consiste à décomposer les éléments voulus par nos clients en éléments simples, en intégrant tout de suite l'ensemble des autres matières qui vont intervenir dans la réalisation des objets. Ça peut être du cuir, ça peut être de la miroiterie, de l'électrification, de l'ébénisterie. C'est des matériaux qui ont des contraintes de mise en œuvre bien, bien différentes, donc il faut savoir comment tout cela se conjugue. Une fois qu'on a développé les modèles de fonderie qui vont servir à cette réalisation, on lance les opérations de moule, on coule le métal dans les moules qui auront été réalisés. On obtient là, une fois qu'on enlève la gangue qui a entouré le métal une fois coulé, alors ça peut être un plâtre, un sable, on décoche l'ensemble et on obtient un brut de fonderie. Et ce brut de fonderie, c'est un matériau, c'est horrible. Il y a des trous, il y a des barbes, il y a des gerces, il y a des zones de non-venue. Des fois, on peut couler un visage et puis pouf, il manque un nez. Il n'est pas venu dans la coulée, donc ouais, faut récupérer un peu tout ça. Et là, donc, quand on a le brut de fonderie, on a fait 30-40% de l'objet en fonction de sa complexité. Et donc après, on ébavure, on ponce, on recisèle en refaisant une matière sur le métal,
pour qu'on retrouve sur la peau du métal une belle nervosité, exactement le modelé voulu par l'artiste, le créateur. On assemble, on patine. Donc là, on passe de tout petits éléments à des pièces qui peuvent atteindre 3-4 mètres de haut. Nous, notre finalité, c'est de remettre des objets finis à nos clients. Ces objets-là, le client les reçoit et les installe. Il y a quelques formations en France pour devenir bronzier, fondeur. Il y en a de moins en moins aujourd'hui. Le savoir se transmet beaucoup par les équipes en place. Moi, j'ai des confrères aujourd'hui, les anciens partent en retraite. Le savoir a été gardé et il n'est pas transmis. Donc, il y a des pertes importantes dans notre métier, comme il y en a beaucoup dans les métiers d'art. La pratique fait beaucoup dans l'apprentissage. On devient bronzier comme on peut devenir charpentier, comme on peut devenir céramiste. D'abord, il y a l'attrait de la matière. On aime le bois, on aime la terre, on aime moi j'aimais le métal, le feu. Ce qui m'a passionné particulièrement, c'est la complexité du processus de transformation, hein, à partir d'éléments de base. Peut-être un sable trouvé avec des propriétés particulières trouvées dans la nature, où on va creuser dans une falaise pour découvrir du sable avec de l'argile, et puis brusquement, on trouve qu'il y a des millions d'années qui sont là, et puis on tape dedans, puis on se trouve face à une mâchoire de requin, face à m'est arrivé, ça fait drôle, et on a besoin de cette matière pour travailler. Puis après, il y a besoin de la matière du bronze, qui est un alliage à base de cuivre principalement. Il faut mouler son œuvre. Après, donc il y a toutes sortes de processus. Après, il y a la conduite du feu. Comment faire pour amener le métal en fusion à 1200 degrés? Comment transférer le métal dans les moules? Et quand on a coulé le métal, on a fait 30-40% du travail. Après, il y a tout le travail d'assemblage, de ciselure, de mise en couleur, d'intégration avec d'autres matériaux. Les qualités humaines pour faire ce métier, il faut du courage, de la persévérance. Quand on travaille des pièces chez nous, la durée moyenne, c'est une semaine de travail. Donc on se rend compte que si on a une espèce de lâcheté en voyant passer un petit défaut au début du process, ce défaut, il ne sera jamais caché, il perdurera jusqu'à la fin. Si on n'a pas eu le courage, s'il y a eu une bêtise de fait, hein, de se dire, allez hop, je reprends, je reviens en arrière, c'est toujours mieux que de se dire, allez, je vais me cacher à la vue, et puis mon client ne va pas le voir. En fait, si, on le verra tout le temps. On est dans des métiers d'excellence. Nos clients attendent quelque chose d'unique et mettent le prix pour l'acquérir. Donc, charge à nous d'aller au-delà de la simple exécution. Donc, courage, persévérance, beaucoup d'humilité parce que, bah oui, on peut se tromper. On ne sait pas tout. On travaille un métal, donc c'est un métal, une matière froide. On pense qu'elle est inerte. En fait, elle vit sous nos outils, elle résiste. Imaginez que pour faire une coulée bonne à tout coup, il y a 1200 paramètres techniques à maîtriser. 1200 paramètres techniques. Les meilleurs fondeurs industriels en maîtrisent environ 250. Bon, ça couvre 99% des cas des difficultés potentielles qui pourraient apparaître. Nous, artisans, on n'a pas des outils de simulation, on fait des pièces qui sont souvent uniques. Donc, c'est l'expérience qui va dire, voilà, il faut qu'on moule la pièce de telle et telle manière, le plan de joint, il faut qu'il soit là et là. Les conduites d'alimentation, il y a des chances que s'il y a telle section à tel endroit, ça se passe bien. On en maîtrise quoi? 80, grand max. Donc, ça veut dire qu'il y a une part du hasard qui est très importante dans la pièce coulée et il faut qu'à l'établi, on soit capable de compenser et de corriger tout cela. D'où une vraie habileté, une vraie curiosité et une base d'expérimentation qui est extrêmement importante à acquérir et à transmettre. Il y a une spécificité chez moi, c'est que je pousse à la polyvalence totale. C'est-à-dire que le gars qui va commencer sa ciselure va être aussi celui qui va finir sa pièce. Ça veut dire que je n'aurai pas le même rendement économique à chaque étape. Ce n'est pas le meilleur ciseleur qui va faire ça, le meilleur monteur, meilleure patine. Tout un chacun va tout faire. Et de ce fait, pour moi, je suis sûr que j'y gagne en finale parce que chacun est fier, on voit tout, quoi. Et l'objet, on se le voit quand on va visiter une galerie à Paris. Des fois, ça nous arrive de monter toute l'équipe à Paris. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Et du coup, on est fiers, quoi. Il y a des objets, des sculptures que je vais adorer, d'autres qui vont absolument rien signifier pour moi. Je vais le faire, ça va être un petit peu alimentaire, entre guillemets.
il y a des objets que j'aime bien faire parce il y a, il y a une esthétique, il y a un équilibre, il y a une vie derrière. Je connais les gens qui ont créé ces objets-là. Il y a un parcours, il y a une réflexion. Pour moi, je suis enchanté quand il y a une espèce d'émerveillement, il y a une évidence, il y a une ligne qui est là. Ça traduit beaucoup de la personne qui l'a créé et ça participe à des équilibre de perception. On voit tout de suite quand on est bien avec une personne, spontanément, il y a une espèce d'alchimie invisible qui s'opère. Je la ressens de la même manière avec des objets. Et d'ailleurs, très souvent, les bons artistes, les bons archis d'intérieur, les bons designers, à travers tout ce processus de création, ils ne perdent pas le fil de leur histoire et entre l'idée initiale et l'objet fini. Et des fois, ils nous ont poussés dans nos retranchements ultimes. Des fois, on en avait assez de se lancer, de répéter. Et à un moment donné, ça y est, on y est. Et on a trouvé le juste équilibre. Alors ça, c'est génial. Une pièce d'art apporte quelque chose de beau. Et le beau, je sais pas, c'est une espèce d'équilibre interne, d'harmonie. L'art apporte une sérénité à ceux qui peuvent l'admirer. Toutes les pièces ne sont pas belles. Il peut y avoir des belles pièces de l'ordre du design de la vie courante, mais il y a une espèce d'élévation qui va largement au-delà dans une vraie pièce d'art. Et il y a 2 ans, je visitais la cathédrale de Saint-Malo et dans une abside, j'ai vu des peintures extraordinaires. J'ai été mais tout de suite happé par ce que je voyais. Il y avait de l'or, il y avait des bleus, il y avait des rouges profonds, des profondeurs de scènes juxtaposées. Et là, pour moi, c'était incroyable. Ça m'emmenait dans l'au-delà, dans une communion de sens, d'expérimentation qui était extraordinaire. Ça, c'est pour moi un souvenir fabuleux. Ça m'émeut au plus haut point. Et ça emmène ailleurs. Ça, c'est du vrai art. Donc, pour l'humanité, c'est hyper important de rechercher cette perfection, un mode d'expression qui va capter autre chose que ce que l'on voit dans la vie quotidienne et qui nous transporte ailleurs. Et une des pièces dont je suis le plus fier en termes de réalisation, c'est un espèce de mobile. Il y a 100 kilos de métal qui flotte dans l'espace. Il y avait une idée spirituelle à cet objet. Donc c'est un mobile avec un escalier hélicoïdal qui démarre d'une espèce de maison cylindrique complètement fermée avec son toit dans une céramique faite par une artiste anglaise. C'est une céramique bleue et blanche, c'est splendide. Donc ce toit est planté vers le sol, puis progressivement on emprunte un escalier hélicoïdal qui traverse d'autres maisons circulaires avec des ouvertures de plus en plus importantes et des maisons de plus en plus larges, et pour atteindre une ouverture vers l'infini avec des petits nuages de céramique qui flottent dans l'espace, tout ça doré à l'or, avec des vieilles techniques de dorure au feu, des centaines d'heures de boulot. Ça a été un vrai travail d'équipe avec l'infographiste qui a déjà pensé tous ces objets-là, toutes les étapes intermédiaires avec le concepteur de la pièce, avec mon équipe pour savoir comment faire pour assembler telle chose en suspension, parce que vous ajoutez un truc d'un côté, ça remonte de l'autre. Donc il fallait vraiment tout pouvoir conjuguer, chacun y allait de sa petite idée. On a ping-pongé pendant des semaines pour essayer de trouver le bon truc. Et à la fin, comme souvent, il y a une espèce d'évidence. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est le bon geste, c'est la pureté du geste, la pureté d'un calage, un truc, clac, ça tient. Alors ça, c'est magique. Surtout ne pas se mettre de frein. Se dire que tout est possible, mais il faut le tester. Jamais s'arrêter à on ne m'a pas appris, j'ai jamais vu ça. Mais au contraire, se projeter en disant voilà, j'ai envie d'arriver là, je souhaite un beau jour être capable de réaliser cet objet. Pour ça, je vais rencontrer il y a des choses qui vont venir naturellement, je vais rencontrer des difficultés et je vais me poser les bonnes questions. Les solutions sont jamais évidentes. Par contre, une fois qu'on a posé les vrais problèmes, qu'on les a identifiés, souvent la réponse vient assez naturellement. Pratiquer, tester, expérimenter, se donner du temps pour le faire. Faut pas avoir peur et rêver.